Sors d'ici, Juliette. Cette maison n'est plus la tienne. Les mots de mon mari résonnaient encore dans le couloir, froid, net, comme une lame glissant lentement sur la peau. Le soleil filtrait à travers les vitres de la salle à manger, dorant les murs en pierre de Bourgogne, les mêmes que j'avais fait poser il y a 30 ans, à une époque où je croyais encore à la loyauté. Je tenais encore dans les mains le bouquet de pivoine qu'on m'avait offert le matin même à l'église pour célébrer le mariage de mon fils Nicolas, mon propre fils, mon unique enfant. Et c'est lui qui, à peine 3 heures après avoir échangé ses vœux, m'avait demandé de partir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. J'ai simplement demandé « Pardon ?» Il m'a regardé avec ce regard vide, poli, celui qu'on réserve aux étrangers encombrants. Camille est enceinte. On a besoin d'intimité. Tu comprends? Non, ce n'est plus ton rôle d'être ici. Mon rôle. Voilà comment il voyait ma présence, une fonction, un passage, comme une lampe qu'on éteint en quittant une pièce. Camille ne disait rien. Elle caressait son ventre rond, assise sur le canapé que j'avais moi-même fait restaurer, le même sur lequel Nicolas avait vomi à 4 ans après avoir mangé trop de cerises. Elle souriait à peine. Un rictus plus qu'un sourire. Le genre de pli qu'on a quand on obtient enfin ce qu'on voulait sans avoir eu à se salir les mains. Tu nous avais dit que tu partirais après le mariage. Tu te souviens? Je me souvenais, oui, mais ce n'était pas une promesse. C'était une option, une hypothèse, une réponse vague dite un soir de fatigue, quand je croyais encore qu'on plaisantait, qu'on s'aimait, qu'on avait le temps. Je me souvenais aussi de ce que je n'avais jamais dit à voix haute. Cette maison, je ne l'avais jamais réellement cédée. Officiellement, juridiquement, oui, les papiers avaient été signés, mais l'acte comportait une clause rédigée par mon notaire à ma demande. À l'époque où je commençais à sentir l'étau familial se refermer doucement autour de moi, une clause qu'ils n'avaient peut-être pas lue ou qu'ils avaient oubliée, mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai monté les escaliers, lentement. Chaque marche grinçait comme si la maison elle-même protestait. Dans ma chambre, j'ai pris ma valise. J'ai glissé à l'intérieur quelques vêtements, mes médicaments, une vieille photo de Pierre et moi. J'ai laissé les bijoux. Je n'avais pas besoin de perles pour me défendre. J'avais mieux. En redescendant, je les ai trouvés dans la cuisine, en train de boire du champagne. Ils n'ont même pas levé les yeux. À la porte, Nicolas a simplement dit « Tu peux rester quelques jours à l'hôtel. Le temps de te retourner, je t'ai laissé une enveloppe avec un peu d'argent. » Une enveloppe. Il y parlait à sa propre mère comme on parlerait à une gouvernante dont le contrat vient de se terminer. Je l'ai prise sans un mot. J'ai fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas pleuré. Le froid de fin septembre me mordait la peau, mais je ne tremblais pas. J'étais droite, calme, vivante. Sur le chemin vers la gare, j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 2 ans. La voix au bout du fil a répondu après la première sonnerie. « Juliette, Maître Leblanc, il est temps d'appliquer la clause. Ils m'ont expulsée. » Un silence, puis simplement « Très bien. On agit dès demain matin. Vous n'avez rien à craindre. » Je n'avais rien à craindre. Ce n'était pas moi qui venais de perdre quelque chose. Ce n'était pas moi qui venais de trahir. Ce n'était pas moi qui allais tout perdre sans comprendre comment. C'était eux. Je suis montée dans le train pour Dijon. Une amie m'y attendait. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. Je ne voulais pas voir ma maison disparaître à l'horizon. Je voulais m'en souvenir telle qu'elle avait été, une maison d'amour, de chagrin partagé, de souvenirs construits à deux. Pas ce repère d'ingratitude et de petits calculs. Ce soir-là, dans une chambre d'amis simple mais propre, j'ai ouvert l'enveloppe que Nicolas m'avait donnée. 300 €, une note griffonnée. Bonne chance. Merci pour tout. Merci pour tout. Je l'ai posée sur la table de nuit, à côté de la lettre du notaire. Le lendemain, à 8h15, un huissier sonnait à la porte de leur maison.
Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Allongée dans le petit lit d'appoint de la chambre d'amis de mon amie Hélène, j'ai fixé le plafond comme s'il allait me révéler une réponse. Le goût de la trahison restait collé à mon palais comme une vieille cigarette froide. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Mon propre fils, mon unique famille, et pourtant, en moi, une étrange paix grandissait, celle du réveil après un long sommeil de naïveté. Je me suis levée avant l'aube. J'ai préparé un café pour Hélène, comme je le faisais autrefois pour Pierre. Elle est entrée dans la cuisine en robe de chambre, les cheveux en bataille, et m'a simplement dit « Il ne sait pas à qui il a affaire. » Elle avait raison. Nicolas m'avait prise pour une femme faible, une mère attendrissante qu'on pouvait écarter en douceur. Il ne savait rien de ce que j'avais vécu avant lui, ni des décisions que j'avais prises pour survivre. À 30 ans, je m'étais retrouvée veuve avec un enfant de 4 ans sur les bras, un salaire d'infirmière à mi-temps et une maison à finir de payer. Personne ne m'avait aidée, ni ses grands-parents, ni les amis de Pierre, ni l'État, juste mes mains, ma fatigue et ma volonté. C'est cette même volonté qui m'avait poussée à aller voir Maître Leblanc il y a 2 ans. À l'époque, Nicolas avait commencé à me parler de succession anticipée, de simplification des démarches et surtout d'optimisation fiscale. J'étais fatiguée, malade, affaiblie. Il avait profité de ce moment-là pour me faire signer un transfert de propriété, mais j'avais insisté pour que ce soit Maître Leblanc qui rédige l'acte. Et je lui avais demandé en secret d'inclure une clause de révocation automatique en cas d'abandon ou de maltraitance prouvée. Ce n'était pas de la méfiance, c'était de la lucidité. Et aujourd'hui, cette clause devenait mon armure. À 10 heures, je me suis rendue au cabinet de Maître Leblanc. Il m'a accueillie avec cette réserve bienveillante que j'aimais tant. Pas de grands mots, juste un regard qui disait « On va faire ça proprement ». Il a sorti une copie du document signé. « Votre fils ne l'a manifestement jamais relu. » J'ai hoché la tête. Il ne relit jamais rien. Il exige, il ordonne, mais il ne lit pas. La clause est valable, Madame Sinclair, et elle est immédiate. À partir du moment où nous pouvons démontrer que vous avez été expulsé de votre propre domicile sans solution d'hébergement, nous pouvons activer la révocation. Alors faisons-le. Il a tapé quelques mots sur son clavier, imprimé 3 lettres, signé, tamponné. Demain matin, à 8 heures, un huissier se présentera au domicile de votre fils. Il leur remettra une notification de reprise de propriété ainsi qu'une assignation en référé. Je n'ai pas souri. Pas encore. Il était trop tôt pour se réjouir. Trop de choses pouvaient être encore mal tournées, mais quelque chose s'était redressé en moi. Une colonne vertébrale, une mémoire. En sortant, j'ai marché dans les rues de Dijon avec un mélange d'apaisement et de chagrin. Je repensais à Pierre, à sa manière de toujours dire « Prévois les tempêtes, même quand il fait beau ». Il m'avait appris à garder des preuves, à faire confiance à la loi plus qu'aux promesses, et surtout à ne jamais me laisser effacer. Le soir, à la télévision, j'ai regardé un vieux film de Romy Schneider avec Hélène. Elle s'est assoupie dans le fauteuil. Moi, je suis restée là, immobile, les yeux ouverts sur les images, mais la tête ailleurs. Je revoyais Nicolas à 6 ans, courant dans le jardin avec une cape sur les épaules. Je revoyais Camille à notre première rencontre, si charmante, si respectueuse. Où étaient passées ces personnes? Que leur avions-nous fait? Ou plutôt, que avaient-elles choisi de devenir? À minuit, j'ai éteint la télévision. J'ai relu la lettre de mon mari, celle qu'il m'avait laissée 2 mois avant sa mort, scellée dans une enveloppe sur notre table de chevet. Si jamais Nicolas oublie d'où il vient, rappelle-lui qui l'a élevé. Et si un jour il essaie de t'effacer, sache que je t'ai protégé, même après moi. Je l'ai replié avec soin. Le lendemain matin, à 8 heures précises, j'ai reçu un appel de Maître Leblanc. C'est fait. L'huissier a remis les documents. Ils étaient chez eux. Leur réaction? Stupéfaction, puis colère.
Ils ne comprennent pas encore ce que cela signifie, mais ils vont comprendre. J'ai remercié, raccroché et bu mon café tranquillement. Ils pensaient m'avoir effacé. Ils venaient à peine de me réveiller. Camille a appelé la première. Je reconnaissais son numéro. J'ai laissé sonner 3 fois, puis une quatrième, et j'ai décroché. « Juliette, c'est une blague! » Sa voix tremblait, mais ce n'était pas de peur. C'était de rage contenue. Je l'imaginais dans la cuisine, les cheveux encore mouillés de la douche, un peignoir froissé autour du ventre arrondi, et cette panique silencieuse qui monte quand on comprend qu'on n'a plus le contrôle. Je ne fais jamais de blagues que ce quitte. Un huissier est venu à 8 heures ce matin et nous a remis des papiers. Tu veux bien m'expliquer ce que c'est, ce cirque? Tu veux vraiment créer un scandale pendant ma grossesse? J'ai souri. Elle utilisait encore sa grossesse comme argument, comme une carte immunité dans un jeu dont elle avait dicté les règles. Mais je ne jouais plus. Demande à Nicolas de lire le document. Il comprendra. Et s'il ne comprend pas, qu'il appelle Maître Leblanc. Tout est parfaitement légal. J'ai raccroché avant qu'elle réponde. 10 minutes plus tard, c'était Nicolas. Il n'a pas crié. Il n'a pas insulté. C'est ce qui m'a frappé le plus. « Maman, tu as fait ça pourquoi? » Sa voix était basse, presque cassée. « N'ai pas reconnu cet homme dans celui qui m'avait jeté dehors 2 jours plus tôt. Parce que tu m'as trahi. Parce que tu m'as prise pour une idiote. Parce que tu as oublié que cette maison, je ne te l'ai jamais vraiment donnée. Tu t'es cru plus malin. Tu as oublié que j'ai vécu plus que toi, que je t'ai appris à marcher. Tu ne connais pas la moitié de ce que je sais. » Il n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis il a murmuré. « Tu veux me ruiner? C'est ça, me punir? Non, je veux que tu comprennes qu'est-ce que ça fait de perdre ce que tu pensais acquis, ce que ça fait d'être traité comme un fardeau, de devenir invisible dans ta propre vie. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit que je n'étais plus utile. Tu m'as expulsé sans même me proposer un canapé. Tu as signé ta propre punition. Je ne fais que tourner la clé. » Il a raccroché sans un mot. Je suis restée là, le combiné encore chaud dans la main, le regard perdu sur la fenêtre. Dehors, un couple de retraités promenait un chien. Tout semblait calme, mais à l'intérieur, une guerre venait de commencer. 2 jours plus tard, Maître Leblanc m'informa que la première audience était fixée dans 15 jours. En attendant, une injonction gelait toute transaction liée à la maison. Nicolas ne pouvait plus rien vendre, ni déplacer d'actifs liés aux biens. Les comptes communs avec Camille, où ils avaient de verser une partie de l'hypothèque refinancée, étaient également bloqués, et cela, il ne l'avait pas vu venir. Je le savais, Nicolas avait contracté un prêt bancaire en garantissant la maison, un prêt qu'il n'avait pas encore déclaré, une manœuvre discrète pour financer un projet personnel, un local commercial à transformer en restaurant. Je l'avais appris par accident, en tombant sur une facture dans son manteau. Je n'avais rien dit. À l'époque, j'avais choisi le silence. Aujourd'hui, ce silence devenait une arme. Camille, elle, a commencé à envoyer des messages, des petits textos de plus en plus désespérés. « Juliette, on peut en parler? Tu veux vraiment nous mettre à la rue? Et le bébé? Tu vas l'expulser, lui aussi? » Je n'ai pas répondu. Je n'expulsais personne. Je reprenais juste ce qui était à moi. Je ne dormais toujours pas très bien, mais je n'avais plus ces réveils en sueur, ce nœud dans le ventre. J'étais en paix avec ce que j'avais déclenché. Hélène m'a proposé de rester autant de temps que je voulais. Elle m'a même proposé de reprendre ma chambre. Mais j'avais besoin d'un espace à moi, un lieu neutre. Alors j'ai loué un petit studio meublé dans une résidence pour seniors, temporairement. La gérante m'a accueillie avec douceur. Elle m'a dit que j'avais des yeux de femme qui ne se laissent pas faire. Je lui ai répondu que je les avais mis longtemps en veille, mais qu'ils étaient de retour. Le soir, je relisais les vieux carnets de Pierre. Il tenait des notes pendant les 20 dernières années de sa vie. Une phrase m'a frappée. « Si un jour tu doutes de ce que tu vaux, regarde ceux qui essaient de te faire taire.
Leur peur est la meilleure preuve de ta force. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Chez eux, le silence s'était transformé en panique. Je le savais. Je n'avais pas besoin d'être là pour le sentir. Je l'imaginais dans chaque geste de Camille. Lorsqu'elle regardait son téléphone avec inquiétude, lorsqu'elle posait la main sur son ventre comme pour s'excuser auprès de l'enfant à venir. Je l'imaginais dans chaque geste de Nicolas, ce regard vide qu'il avait quand les choses lui échappaient, ce tic nerveux à la mâchoire qu'il tenait de son père. La procédure lancée par Maître Leblanc ne visait pas à reprendre seulement la maison. Elle visait à démontrer qu'il y avait eu abus de faiblesse au moment du transfert. Et c'était un terrain glissant pour Nicolas, surtout avec les preuves que j'avais conservées. Des copies de conversations, de messages, d'échanges de mails où il me demandait de signer vite, d'éviter de trop réfléchir. Le ton était flatteur, presque gentil, mais quand on les mettait bout à bout, on comprenait. On comprenait tout. Une semaine après la remise de l'assignation, le ton a changé. Nicolas m'a appelé. On peut parler? Calme, je veux dire. Juste toi et moi, pas d'avocat. Il avait la voix d'un adolescent pris en faute, et quelque chose en moi s'est adouci brièvement, mais je n'ai pas cédé. Tu veux parler? Très bien, mais tu viens à moi, pas à la maison, pas dans tes meubles, viens à Dijon, et seul. Il est arrivé le lendemain, costume froissé, cerne sous les yeux, l'air d'un homme qui commence à mesurer la chute. Hélène n'était pas là ce jour-là. J'avais préparé du thé, comme autrefois. Il n'a pas touché sa tasse. Tu vas aller jusqu'au bout? Je suis déjà en route. Il a baissé les yeux. On ne voulait pas te faire de mal. Camille, elle avait peur. Elle disait qu'on n'aurait jamais notre espace si tu restais, que tu prenais trop de place. Et moi, j'étais coincée. Entre vous deux. Je l'ai fixé. Coincée? Elle m'a regardé dans les yeux et tu m'as dit que je n'étais plus utile. Tu as appelé un taxi. Tu m'as donné une enveloppe comme on paye une femme de ménage. Tu m'as laissé sur le trottoir. Et maintenant, tu parles d'être coincé. Il n'a rien répondu. Je me suis levée et j'ai posé devant lui la copie de l'acte de donation avec la clause surlignée en jaune. Tu as signé sans lire. Tu as cru que tout était dû. Mais rien ne t'est dû, Nicolas. Tu as oublié ce que coûte une maison, pas en argent, mais en cœur. Il a murmuré, presque inaudible. Et si on te proposait de revenir, de tout oublier? Je l'ai regardé longtemps et j'ai ri, un rire sec, sans joie. Revenir? Pourquoi faire? Pour que ta femme évite de m'adresser la parole? Pour que tu vérifies si je prends trop de place au frigo? Non, Nicolas, je ne reviens pas. Je suis restée là, le combiné encore chaud dans la main, le regard perdu sur la fenêtre. Dehors, un couple de retraités promenait un chien. Tout semblait calme, mais à l'intérieur, une guerre venait de commencer. 2 jours plus tard, Maître Leblanc m'informa que la première audience était fixée dans 15 jours. En attendant, une injonction gelait toute transaction liée à la maison. Nicolas ne pouvait plus rien vendre, ni déplacer d'actifs liés aux biens. Les comptes communs avec Camille, où ils avaient de verser une partie de l'hypothèque refinancée, étaient également bloqués. Et cela, il ne l'avait pas vu venir. Je le savais, Nicolas avait contracté un prêt bancaire en garantissant la maison, un prêt qu'il n'avait pas encore déclaré. Une manœuvre discrète pour financer un projet personnel, un local commercial à transformer en restaurant. Je l'avais appris par accident, en tombant sur une facture dans son manteau. Je n'avais rien dit. À l'époque, j'avais choisi le silence. Aujourd'hui, ce silence devenait une arme. Camille, elle, a commencé à envoyer des messages, des petits textos de plus en plus désespérés. « Juliette, on peut en parler? Tu veux vraiment nous mettre à la rue? Et le bébé? Tu vas l'expulser lui aussi? » Je n'ai pas répondu. Je n'expulsais personne. Je reprenais juste ce qui était à moi. Je ne dormais toujours pas très bien, mais je n'avais plus ces réveils en sueur, ce nœud dans le ventre. J'étais en paix avec ce que j'avais déclenché. Hélène m'a proposé de rester autant de temps que je voulais.
Elle m'a même proposé de reprendre ma chambre, mais j'avais besoin d'un espace à moi, un lieu neutre. Alors j'ai loué un petit studio meublé dans une résidence pour seniors, temporairement. La gérante m'a accueillie avec douceur. Elle m'a dit que j'avais des yeux de femme qui ne se laissent pas faire. Je lui ai répondu que je les avais mis longtemps en veille, mais qu'ils étaient de retour. Le soir, je relisais les vieux carnets de Pierre. Il tenait des notes pendant les 20 dernières années de sa vie. Une phrase m'a frappée. Si un jour tu doutes de ce que tu vaux, regarde ceux qui essaient de te faire taire. Leur peur est la meilleure preuve de ta force. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Chez eux, le silence s'était transformé en panique. Je le savais. Je n'avais pas besoin d'être là pour le sentir. Je l'imaginais dans chaque geste de Camille. Lorsqu'elle regardait son téléphone avec inquiétude, lorsqu'elle posait la main sur son ventre comme pour s'excuser auprès de l'enfant à venir. Je l'imaginais dans chaque geste de Nicolas, ce regard vide qu'il avait quand les choses lui échappaient, ce tic nerveux à la mâchoire qu'il tenait de son père. La procédure lancée par Maître Leblanc ne visait pas à reprendre seulement la maison. Elle visait à démontrer qu'il y avait eu abus de faiblesse au moment du transfert. Et c'était un terrain glissant pour Nicolas, surtout avec les preuves que j'avais conservées. Des copies de conversations, de messages, d'échanges de mails où il me demandait de signer vite, d'éviter de trop réfléchir. Le ton était flatteur, presque gentil, mais quand on les mettait bout à bout, on comprenait. On comprenait tout. Une semaine après la remise de l'assignation, le ton a changé. Nicolas m'a appelé. On peut parler? Calme, je veux dire. Juste toi et moi, pas d'avocat. Il avait la voix d'un adolescent pris en faute, et quelque chose en moi s'est adouci brièvement, mais je n'ai pas cédé. Tu veux parler? Très bien, mais tu viens à moi, pas à la maison, pas dans tes meubles, viens à Dijon, et seul. Il est arrivé le lendemain, costume froissé, cerne sous les yeux, l'air d'un homme qui commence à mesurer la chute. Hélène n'était pas là ce jour-là. J'avais préparé du thé, comme autrefois. Il n'a pas touché sa tasse. Tu vas aller jusqu'au bout? Je suis déjà en route. Il a baissé les yeux. On ne voulait pas te faire de mal. Camille, elle avait peur. Elle disait qu'on n'aurait jamais notre espace si tu restais, que tu prenais trop de place. Et moi, j'étais coincée. Entre vous deux. Je l'ai fixé. Coincée? Elle m'a regardé dans les yeux et tu m'as dit que je n'étais plus utile. Tu as appelé un taxi. Tu m'as donné une enveloppe comme on paye une femme de ménage. Tu m'as laissé sur le trottoir. Et maintenant, tu parles d'être coincé. Il n'a rien répondu. Je me suis levée et j'ai posé devant lui la copie de l'acte de donation avec la clause surlignée en jaune. Tu as signé sans lire. Tu as cru que tout était dû, mais rien ne t'est dû, Nicolas. Tu as oublié ce que coûte une maison, pas en argent, mais en cœur. Il a murmuré, presque inaudible. Et si on te proposait de revenir, de tout oublier? Je l'ai regardé longtemps et j'ai ri, un rire sec, sans joie. Revenir? Pourquoi faire? Pour que ta femme évite de m'adresser la parole? Pour que tu vérifies si je prends trop de place au frigo? Non, Nicolas, je ne reviens pas. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la remise officielle des documents par l'huissier. 3 semaines pendant lesquelles le vernis de leur vie parfaite avait commencé à craquer, puis à s'effondrer par plaques entières. Tout avait commencé par une lettre de la banque, puis une autre, et encore une autre. Je n'avais pas besoin d'être là pour le voir. Je l'imaginais, la panique silencieuse sur le visage de Nicolas lorsqu'il avait ouvert l'enveloppe et lu que ses comptes étaient gelés à titre conservatoire. Les mêmes comptes qu'il croyait utiliser librement pour payer les traites du prêt qu'il avait pris dans mon dos, en hypothéquant ma maison comme garantie, la maison que je venais légalement de récupérer. Puis, ce fut le tour des créanciers. Un matin, un huissier s'est présenté pour dresser un inventaire des biens mobiliers, car en cas de non-paiement, tout pourrait être saisi, même leur précieuse voiture hybride flambant neuve, même la commode ancienne que Camille avait tant aimée. Rien n'était encore parti, mais tout était potentiellement sur la liste.
et ça suffisait à fissurer leur petit monde. Je le savais grâce à Maître Leblanc. Il m'envoyait des mises à jour régulières, toujours dans un ton neutre, presque clinique, mais je lisais entre les lignes. Ils ont tenté de transférer certains avoirs sur un compte à l'étranger. La banque a tout bloqué. Le notaire de leur projet commercial vient d'annuler les démarches. Sans la maison comme garantie, plus personne ne veut financer Nicolas. Chaque petit rapport était comme une respiration plus libre pour moi, non pas une vengeance. Je n'avais pas ce goût-là, mais une forme de justice sèche et précise. Une réparation froide. Pendant ce temps, moi, je continuais ma vie dans mon petit studio. Chaque matin, je faisais ma promenade dans le parc voisin. Je prenais un café au comptoir, j'achetais un pain au chocolat et je pensais à Pierre, à ce qu'il aurait dit. Tu n'as pas élevé un fils pour qu'il devienne ton bourreau. Je l'entendais presque murmurer ces mots quand je passais sous les platanes. Un après-midi, alors que je revenais du marché avec un petit sac de légumes, mon téléphone a sonné. C'était Camille. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal. Sa voix était tremblante, pas de colère cette fois, mais un mélange de peur et d'humiliation. « Juliette, je t'en supplie, rappelle-moi, on est en train de tout perdre. Nicolas ne dort plus, moi non plus. Ce bébé, je ne veux pas qu'il arrive dans ce chaos. Dis-moi ce que tu veux. On peut arranger ça, je t'en supplie. » J'ai écouté le message 2 fois, puis j'ai éteint mon téléphone et l'ai posé sur la table. Je n'avais rien à leur dire pour le moment. Je voulais qu'ils sentent la morsure du silence. C'était la première fois qu'ils savaient ce que ça faisait, de parler à quelqu'un qui ne répond pas, qui ne se précipite pas pour apaiser les choses. Quelques jours plus tard, j'ai reçu la visite de Maître Leblanc dans ma résidence. Il portait son éternel manteau gris et son cartable en cuir usé. Il s'était assis en face de moi dans la petite salle commune, entre 2 pots de ficus. Et tout avance, Madame Sinclair, le juge a validé le séquestre conservatoire sur la maison. Elle ne peut plus être ni vendue, ni hypothéquée, ni même louée sans votre accord. Et les comptes? Toujours bloqués. Leur avocat a tenté un recours en urgence, mais le juge a estimé qu'il n'y avait pas de préjudice immédiat. Ils doivent se débrouiller pour payer leur quotidien autrement. J'ai hoché la tête, pas un sourire, juste un soulagement muet. Puis il a sorti une feuille pliée de son dossier. Je vous ai apporté ceci. C'était une copie d'un courrier envoyé par le promoteur immobilier avec qui Nicolas négociait son fameux local commercial. Quelques phrases suffisantes, sans garantie, sans apport supplémentaire, le projet était annulé. Tous leurs rêves de brasserie moderne et chic, de concepts gourmands, s'envolaient. Je me suis souvenu des dimanches où Camille feuilletait des catalogues de mobilier design penchés sur leur table de cuisine, ma table de cuisine, en parlant d'ouvrir bientôt. Nicolas hochait la tête, déjà persuadé qu'il serait un entrepreneur brillant. Ne m'avait même pas invité à participer, même pas pour dire symboliquement « Tu fais partie de l'histoire ». Et j'étais déjà un fantôme dans leur projet, un fantôme qui maintenant leur coupait les vivres. Le soir, j'ai reçu un SMS de Nicolas, court, sans formule. « Peux-tu au moins nous laisser la maison pour quelques mois, le temps qu'on se retourne? » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai marché dans la résidence, sous les réverbères. Une vieille dame promenait son chien. Elle m'a fait un signe de tête. Le genre de signe qu'on se fait entre personnes qui n'ont plus rien à prouver. Et de retour chez moi, j'ai tapé lentement. « Non, vous avez choisi de m'en exclure. Vous vivez maintenant les conséquences. » Il n'a pas répondu. Je me suis servi un verre de vin, pas pour célébrer, pour marquer le moment, pour dire « Ben, voilà, Juliette, tu as récupéré ta dignité. » Le lendemain, j'ai croisé la gérante de la résidence qui m'a dit « Vous êtes rayonnante aujourd'hui. » Je lui ai souri, un vrai sourire, pas seulement de politesse. Mais chez Nicolas et Camille, je savais que les choses empireraient encore.
Leur banquier allait exiger des garanties que Nicolas ne pouvait plus fournir. Leur avocat, Maître Vasseur, commençait déjà à parler de négocier, signe qu'il comprenait que le terrain était miné. Et pendant que eux paniquaient, moi, pour la première fois depuis des années, je respirais vraiment, sans poids sur la poitrine, sans ce sentiment d'être toléré, à peine supporté. Je vivais, tout simplement. Et leur silence soudain me confirmait que chaque coup avait porté. La vieille infirmière fatiguée qu'ils pensaient manipuler venait de leur administrer un traitement qu'ils n'oublieraient jamais. Le temps avait commencé à s'étirer pour eux. Les jours n'étaient plus rythmés par des projets, des catalogues ou des rendez-vous de décoration, mais par des coups de fil inquiets à la banque, des allers-retours précipités chez leur avocat, et par des nuits trop courtes où chacun faisait semblant de dormir pour ne pas affronter l'autre. Je ne les voyais pas, je ne recevais pas de nouvelles directement. Mais Dijon est petite, et même Lyon finit par ressembler à un village quand il s'agit des rumeurs. Un ami de Pierre, qui travaillait encore dans l'immobilier, m'a appelé un après-midi pour me dire « Juliette, j'ai croisé Nicolas ce matin chez un courtier. Il avait l'air vidé. Ça ne va pas fort, hein? » Je n'ai pas répondu tout de suite. À quoi bon expliquer? À quoi bon dire qu'ils avaient eux-mêmes creusé cette fosse où ils pataugeaient à présent? Je me suis contentée d'un « ça ira ». Pour eux, c'est une leçon. Pour moi, une libération. Et la vérité, c'est que même si je ne souhaitais pas leur ruine, je ne la craignais pas. J'avais trop vécu pour croire encore à la fragilité feinte de ceux qui ont toujours pris sans demander. Camille, elle, a fini par briser le silence. Elle m'a envoyé un long message. Pas de colère, cette fois, ni même de manipulation grossière, juste une détresse nue, mal maquillée par des formules polies. Juliette, je sais que tu nous en veux, mais on est au bord du gouffre. La banque nous menace de poursuite, Nicolas est à bout. Il ne mange plus, il dort à peine. Je suis enceinte de 8 mois. Tu sais ce que ça fait d'avoir peur pour ton enfant? On ne parle même pas du projet de restaurant. Tout est déjà perdu. On risque de devoir vendre la voiture, puis nos meubles. Je t'en supplie, reviens sur ta décision, ou au moins, aide-nous à restructurer. On signera tout ce que tu veux, on te laissera la maison après la naissance si c'est ce que tu veux, mais pas maintenant, pas comme ça. J'ai lu le message 3 fois, pas par cruauté, mais pour en absorber chaque ligne, chaque faille, pour bien ancrer en moi que ce n'était pas ma faute, que ce désastre était la conséquence directe de leur cupidité, de leur mépris, de leur empressement à me reléguer au rang de vieille potiche inutile. Puis j'ai éteint mon téléphone. J'ai préféré écrire une lettre de ma main, comme on n'en écrit plus. Une lettre simple, droite, sans trembler. Camille, je comprends ta peur, je comprends même ta douleur, mais tout cela, vous l'avez provoqué ensemble. Vous avez choisi de me chasser, de me priver de mon toit, de m'humilier dans ma propre maison. Vous saviez que vous faisiez, vous l'avez fait quand même. Ce qui arrive maintenant n'est pas une vengeance. C'est juste le réel qui reprend sa place. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Juliette, j'ai posté la lettre le jour même. Je l'ai imaginée ouvrant l'enveloppe, lisant mon écriture familière, cherchant entre les lignes une faille à exploiter. Il n'y en avait pas, juste la froide netteté d'une femme qui en avait assez qu'on lui marche sur le cœur. 2 semaines plus tard, Maître Leblanc m'a appris que le crédit relais de Nicolas avait été définitivement refusé. Leurs espoirs de renflouer les mensualités du premier prêt grâce à une deuxième opération étaient morts. La banque exigeait le remboursement anticipé d'une partie substantielle, sans quoi la saisie serait inévitable. Le même jour, Camille a publié sur son compte privé qu'elle avait sans doute oublié avoir accepté de partager avec moi autrefois, une photo déchirante. Le salon, autrefois lumineux, paraissait sombre. Des cartons empilés partout,
Le piano, celui sur lequel Nicolas avait appris Chopin, recouvert d'une bâche. Un seul mot en légende. Fin. Je n'ai pas éprouvé de triomphe, juste une forme d'immense lassitude, comme si tout ce combat n'avait été qu'un lent retour à l'écoute libre, douloureux mais nécessaire. Le lendemain, Nicolas m'a appelé. Sa voix était rauque, éteinte. Il n'a même pas pris la peine d'introduire la conversation par un reproche. Maman, on déménage. Camille retourne chez ses parents en attendant. Moi, je vais louer un petit 2 pièces. La banque veut tout récupérer pour solder ce qu'on leur doit. Il a marqué une longue pause. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je n'ai pas répondu. Que dire? Qu'il aurait dû y réfléchir avant, qu'il n'avait récolté que ce qu'il avait semé. Il le savait déjà au fond. Puis il a ajouté « Je ne te demande pas de revenir sur ta décision. Je voulais juste que tu saches qu'on part, que tu pourras faire ce que tu veux de la maison après. » Très bien, Nicolas, je te souhaite de trouver un peu de paix. Il n'a pas dit « Merci ». Il n'a pas dit « Pardon » non plus. Juste un souffle, et la ligne a été coupée. Le soir, j'ai longé la vitrine d'un antiquaire où trônait un vieux miroir vénitien, fêlé dans un coin. Je me suis regardée dedans. Mes cheveux étaient plus blancs que jamais, ma peau tirée par le temps, mais mes yeux, eux, n'avaient jamais été aussi clairs. Ils disaient « Tu es encore là, tu tiens debout. » Et pendant que leur vie dorée se désagrégeait pierre par pierre, moi, j'avais retrouvé un trésor qu'ils ne pourraient plus jamais m'arracher, ma propre valeur. Il m'a fallu encore 2 semaines pour trouver la force d'y retourner, pas parce que j'avais peur de ce que j'allais trouver, mais parce qu'une partie de moi refusait de réouvrir cette plaie. J'avais passé tellement de temps à reconstruire mon calme, à apprendre à respirer autrement, que je craignais que franchir à nouveau ce portail soit comme aspirer une bouffée de poison, mais il le fallait. Un matin de janvier, froid et clair, j'ai pris le train pour Lyon. Je n'ai pas prévenu Nicolas. Je n'avais pas besoin de leur accord. La maison était légalement à moi et eux étaient déjà partis. C'est ce que m'avait assuré Maître Leblanc la veille. Ils avaient rendu les clés, le notaire avait finalisé la purge des dettes. La maison était libre d'occupation et de toute hypothèque. J'ai pris un taxi depuis la gare. Le chauffeur a roulé dans le silence, les mains gantées serrées sur le volant, me jetant parfois des regards curieux dans le rétroviseur. Peut-être se demandait-il pourquoi une vieille dame bien mise, un peu raide dans son manteau gris, partait seule vers un quartier résidentiel cossu, avec pour tout bagage un sac à main fatigué. Quand le taxi s'est arrêté devant le portail, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Tout était pareil, et pourtant tout avait changé. Le rosier contre le muret était sec, couvert de branches mortes. Les volets fermés donnaient à la façade un air abandonné, presque honteux. J'ai payé les chauffeurs, je les remercié d'un signe de test, et je suis restée là un moment, la main sur la grille froide. Puis j'ai avancé. La serrure a tourné sous ma clef comme si rien n'avait jamais bougé. À l'intérieur, il faisait glacé, et l'air sentait le renfermer, le tissu oublié, la poussière. Mais j'ai senti aussi, fugace, le parfum d'un autre temps, la cire du parquet, un reste de lavande dans l'armoire, des souvenirs tapis dans les murs. J'ai fait lentement le tour. Le salon d'abord, dénudé, écho vide, où chaque pas résonnait. La trace plus pâle sur le mur montrait où était accrochée la grande toile provençale, celle que Pierre avait achetée pour notre 10e anniversaire. Il ne restait qu'un crochet. J'ai posé ma main dessus, comme pour m'assurer qu'il n'était pas encore chaud. J'ai continué jusqu'à la cuisine. Il n'y avait plus rien sur les plans de travail, pas même un bol oublié. Les carreaux que j'avais choisis un à un dans cette boutique artisanale de Bourgogne étaient fissurés par endroits. Je me suis surprise à sourire. Peut-être qu'aucun de nous n'était sorti intact de cette histoire. Puis, je suis montée à l'étage, dans ce qui avait été ma chambre, notre chambre. Le placard était grand ouvert, vide, comme une bouche muette.
J'ai effleuré le papier peint à fleurs que j'avais mis tant d'enthousiasme à poser avec Pierre un été. On avait ri tout l'après-midi, renversé la colle, collé de travers. On s'en fichait. C'était chez nous. Je me suis assise au bord du lit, ou plutôt sur l'empreinte du lit, et j'ai respiré longuement. Des souvenirs sont venus, doux, piquants. Nicolas, petit, courant le matin de Noël pour se jeter dans nos draps. Pierre me prenant la main quand j'avais peur pour l'avenir. Moi seule, veillant sur un enfant malade en murmurant que tout irait bien. Tout n'avait pas bien été, mais tout avait été vécu, et ça valait encore plus. Quand je suis redescendue, j'ai trouvé la lettre de Nicolas sur la table de la salle à manger. Elle était courte, écrite à la hâte, sans doute avant qu'il ne parte pour de bon. Maman, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches ici. Il ne garderait de cette maison ni pierre, ni souvenir choisi. Rien que la conscience douloureuse de ce qu'il avait perdu, non pas un bien, mais le cœur d'une mère. Et moi, je repartais plus riche que jamais, riche de mon autonomie retrouvée, de ma liberté d'agir, de décider pour moi et pour ceux qui souffraient et plus encore, riche de ma capacité à aimer encore l'humain, malgré tout. Le soir, dans mon petit studio, j'ai préparé un dîner simple. J'ai fait chauffer un peu de soupe et j'ai laissé Smokey, le vieux chat-borgne qu'Hélène m'avait confié, s'installer sur mes genoux. Il ronronnait, ignorant tout des maisons, des notaires, des trahisons. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pensé à rien, ni à hier, ni à demain. Seulement à l'instant, au souffle paisible d'un animal contre ma peau, au tic-tac régulier d'une horloge, à la vie simple, ordinaire, mais intacte. Et ça suffisait amplement.